Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous propose un super test sur circuit de la nouvelle BMW M3 CS G80 2023. Une voiture qui m'intrigue pas mal parce que j'ai pu essayer déjà la version normale de la M3 G80 et la M3 Touring. Cette version apporte pas mal d'évolutions qui devraient la rendre vraiment agressive sur la piste, peut-être trop pour la route, c'est justement la question à laquelle j'ai envie de répondre dans cette vidéo. Est-ce que BMW sont allés trop loin avec cette voiture qui reste avant tout une berline? Une berline, ça sert à faire des trajets normaux. Et là, on a quand même 550 chevaux sous le capot, 650 Nm de couple disponible à moins de 3000 tours minute, un système 4 roues motrices débrayable en propulsion. Je vais aussi la comparer en fin de vidéo à la Jaguar XE SV Project 8 que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, la semaine dernière. Vous pouvez la regarder si ce n'est pas le cas, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont énormément apprécié cette vidéo. Je remercie encore Moteur Essence de m'avoir donné accès à cette voiture. Je me trouve aujourd'hui au pôle mécanique de la Clé des Champs qui m'accueille très gentiment pour la journée. Donc j'ai à ma disposition un circuit et aussi, comme vous pouvez le voir, une piste d'accélération. Donc je vais pouvoir tester le 0 à 100 de la voiture et lui mettre godasse, comme j'aime bien dire. Je vous propose directement d'embarquer avec moi dans la voiture pour aller rejoindre le circuit par la voie rapide. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a dépassé les 110 000 abonnés, on est à 111 000 je crois. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux vous présenter des voitures comme ça. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres BMW assez récentes que vous aimeriez que je vous présente. Suivez-moi sur Instagram, @01tgd, parce que j'y publie toujours du contenu qui n'est pas diffusé sur mes autres réseaux sociaux. Et c'est parti! « 550 chevaux, 650 Nm, 0 à 100 annoncé en 3 secondes 4. C'est parti. Vache, ça traite. 130, 140, 150, 170, 200, 220, 225. Carbone céramique comme il freine. Waouh! Vache, ça arrache, hein. 225 km/h en si peu de temps. Ouh! C'est impressionnant. Bon, je vais pas encore mettre mes gants et je vais pas non plus encore mettre le casque. Je vais commencer par vous parler de cette M3 CS d'un point de vue normal, d'un point de vue berline, d'un point de vue à utilisation quotidienne. Parce que bon, même si c'est un test sur circuit, ça fait plusieurs jours que je vis avec la voiture. Je vais donc pouvoir vous donner mon avis sur, on va dire, son côté facile à vivre. Vous avez 3 modes prédéfinis sur la voiture. Vous avez route, sport et piste. Évidemment, sur le mode route, tout est plus souple, tout est plus facile. Et ce qui m'a surpris avec cette M3 CS, malgré toutes les améliorations, toutes les optimisations circuit dont elle a pu bénéficier, que je vais vous détailler dans pas longtemps, ça reste une voiture qui est vraiment facile à vivre. Et même au niveau des suspensions, je m'attendais à ce que ça soit vraiment très cassant. Alors qu'en réalité, la voiture est plutôt souple. Alors, avec des nuances, la voiture est plutôt souple sur autoroute. Dès que vous arrivez sur des routes de campagne, sur des routes un peu bosselées, sur des routes abîmées, c'est immédiatement là qu'on se rend compte que la M3 CS, c'est une voiture qui est pratique pour la route, parce que c'est une berline, parce qu'à l'intérieur vous avez tout le confort qu'il faut, parce que vous avez une sono Harman Kardon, parce que vous avez cette nouvelle dalle digitale qui, même s'il y a beaucoup trop de tactile à mon goût, fonctionne très bien. Il y a quand même ce côté sport qui est présent en permanence. Les suspensions, dès que vous êtes sur une route un peu dégradée, dès que vous passez sur une aspérité, ça devient très cassant, ça devient très ferme, ça devient inconfortable. À tel point que j'ai essayé de la pousser un petit peu sur la route. La voiture, quand on est sur des petites routes, est même pas agréable à pousser sur la route tellement elle saute dans tous les sens. Alors, c'est pas dangereux, vous gardez de la motricité, mais ça saute, ça rebondit, ça prend les bosses.
Et ça, couplé avec une direction qui, même en mode confort, est très directe, plus directe que sur une M3 G80 normale, une compétition, bah, ça vous fait une voiture qui est vraiment pas facile à emmener sur la route. Et bien évidemment, 550 chevaux, 650 Nm sur la route, ben, vous tirez une première, une deuxième, voilà, vous êtes aux limitations de vitesse, voire plus. Donc c'est une voiture, même si elle est facile à vivre et même si elle est étonnamment confortable sur route non bosselée, on va dire qu'à cause de son badge CS, la voiture est quand même difficile à exploiter sur route. Mais du coup, ce badge CS, qu'est-ce qu'il implique ? L'une des premières choses qui va évidemment vous frapper sur cette M3 CS, c'est la couleur Signal Green, qui je trouve lui va bien. Voilà, c'est une M3 CS, c'est fait pour être visible de toute manière. Il y a quelques petits détails cosmétiques qui différencient la M3 CS des autres, et notamment cette lèvre rouge ici, autour des gros haricots pas beaux, que j'aime toujours pas. Un petit badge M3 CS ici dans le haricot, et en dehors de ça, ça va surtout être des éléments aérodynamiques, comme cette grosse lame en carbone là, qui a des extracteurs bien proéminent sur les côtés. On peut voir que là tous les inserts sont en carbone. Vous allez le voir aussi à l'intérieur, mais il y a énormément d'éléments en carbone sur cette voiture parce que CS ça veut dire compétition sport, donc c'est que des ajouts qui sont faits pour rendre la voiture plus sportive, plus efficace sur piste. Et évidemment l'une des premières choses qu'on combat lorsqu'on veut qu'une voiture aille plus vite, soit plus performante, c'est le poids. On a donc énormément d'éléments en carbone, ce que je vous ai montré à l'avant. Le capot ici est intégralement en carbone, c'est d'ailleurs très joli cette coupure là qu'on a entre la peinture et le carbone apparent sur le capot. Les rétroviseurs en carbone, le toit en carbone, la malle arrière en carbone, ce petit spoiler, tout le diffuseur est en carbone, petit badge M3 CS également ici, silencieux en titane spécifique à cette voiture qui permet là encore d'économiser du poids. La voiture dispose d'un freinage avec des disques carbone céramique qui là encore viennent gagner du poids. Au total, on sauve un peu moins de 40 kg sur cette voiture pour amener le poids de cette berline à 1,8 tonne et quelques avec les pleins. Ça reste très lourd, mais aujourd'hui malheureusement les voitures grossissent, les voitures prennent de l'embonpoint. Un peu plus d'1,8 tonne, on a quand même 550 chevaux et 150 Nm, c'est 40 chevaux de plus que la M3 compétition. Lorsqu'on ouvre le capot, on se rend compte qu'il n'y a même pas d'attache au niveau du capot ici, donc ça encore ils ont fait une grosse économie de poids. On peut observer ce magnifique capot en carbone qui est vraiment superbe, j'aime beaucoup ce détail là, du logo M qui est marqué dans le carbone. Et on arrive sur la pièce maîtresse de la voiture, le moteur, qui est toujours le même 6 cylindres en ligne biturbo. Et la première chose qui frappe, ce sont ces énormes barres de renfort. On dirait quasiment qu'il y a un berceau sous le moteur et un berceau sur le moteur. Évidemment, c'est là pour aider à la rigidité de la voiture et c'est vraiment l'une des choses qu'on va remarquer le plus dans la M3 CS sur piste, c'est la rigidité de la voiture et du châssis. Les suspensions ont été retarées, on retrouve notamment des réglages spécifiques sur les roues avant et sur les roues arrière avec par exemple plus de carrossage pour une entrée en virage encore plus vive, encore plus dynamique. On a donc une voiture qui est plus légère, une voiture qui est raffermie, une voiture qui est plus puissante et bien sûr plus rapide que sa grande sœur, la M4 CSL, qui est une propulsion uniquement. Alors elle sera plus rapide au 0 à 100 km/h, cette voiture le fait en 3 secondes 4, alors que la CSL le fait en 3 secondes 7, ce qui est déjà extrêmement performant pour une propulsion. Et là, on est évidemment sur le système MX Drive, un système 4 roues motrices qui permet de rouler en mode 50-50 la plupart du temps, en mode 4 roues motrices sport lorsqu'on veut avoir une voiture efficace mais quand même un petit peu joueuse, et un système complètement débrayable où on peut mettre la voiture en totale propulsion. Et ça va nous intéresser tout à l'heure lorsqu'on va aller agresser un petit peu cette voiture sur la piste. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un package vraiment complet, le tarif de la voiture est quand même assez important. Les voitures d'aujourd'hui sont très chères, avec le malus payé pour une voiture comme ça, il vous faudra compter quasiment 200 000 €, si ce n'est un petit peu plus, mais dans l'ensemble, c'est quand même sérieux ce que propose BMW. Je vous propose d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, la touche CS est également bien présente, avec de nombreux détails qui vous font rapidement comprendre que vous n'êtes pas dans une M3 normale, comme par exemple ce beau volant en Alcantara, qui est un super touché. Ils me font marrer les volants BMW M, qui sont toujours très épais, mais ils sont toujours assez moelleux, assez confortables au toucher, donc c'est assez rigolo, mais on a une bonne prise en main. Je trouve toujours que les jantes sont énormes sur les BMW M, c'est comme ça depuis la génération E90. Je crois pas que ça soit nécessaire, mais bon, écoutez, c'est quand même assez agréable à attraper.
d'origine dans cette BMW M3 CS, on a les sièges optionnels à coque carbone qui sont décorés avec des surpiqûres rouges, des détails rouges ici, le badge CS derrière moi. Les sièges sont magnifiques, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont vraiment confortables, ils vous enveloppent très bien. Il y a quand même suffisamment de mousse pour que ça reste confortable et la position de conduite est absolument parfaite, mais ça c'est comme dans la plupart des BMW. Chose aussi qui est spécifique à la BMW M3 CS, c'est cette immense console centrale en carbone. Alors visuellement c'est magnifique, c'est vrai que d'habitude on a du noir laqué à cet endroit là, donc là c'est vraiment superbe. C'est beaucoup moins intéressant au niveau des rangements, parce que vous avez ici un pavé pour mettre votre téléphone, mais il se balade dans tous les sens et dès que quelque chose tape sur le carbone, on a l'impression que c'est un bruit de plastique, sauf que c'est bien de la fibre de carbone. Vous avez un petit rangement ici derrière là avec un petit logo CS qui vous permet de reposer votre coude comme ça. Mais là encore, c'est pas très pratique, il y a quand même des rangements dans les portes. Par contre ce qui est sûr, c'est que en termes visuels, c'est vraiment très cool. Donc ça, à l'intérieur, c'est les spécificités de la CS. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre le casque. Et vu que je vous ai parlé du comportement routier de la voiture, mais que je m'attarde pas énormément dessus parce que, à part vous dire oui ça marche super fort, ça rebondit dans les virages sur les routes bosselées et c'est confortable sur route normale, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Là au moins sur un circuit je vais vraiment pouvoir exploiter la voiture. Tout à l'heure qu'il n'y avait pas énormément de rangement. Là par exemple j'ai mon télépéage et mon cache d'objectif et je sais pas où les mettre parce que sinon ça va forcément faire un max de bruit. Alors, il faut vraiment que je m'achète un casque. Si vous avez des bonnes marques de casque, parce que là j'ai l'air d'un gnome là, des bonnes marques de casque ouverts comme ça, parce que j'en ai qu'un fermé, n'hésitez pas à me les recommander. C'est pas très grave que je ressemble à rien, je m'en remettrai. Allez c'est parti pour ce test circuit de la BMW M3 CS. Alors ce que je vais faire immédiatement, là je suis en mode tout confort, 4 motrices. J'ai paramétré mon mode M1. Donc M1, j'ai tout mis en Sport Plus, sauf la direction qui est en confort. Je vais vous expliquer pourquoi. 4 motrices, sport, donc avec une petite appétence pour les mouvements de train arrière, mais toujours 4 motrices quand même, et ESP complètement désactivé. L'idée ça va être de monter le rythme tranquillement, c'est pas forcément de faire un chrono même si j'ai une piste pour moi, c'est plus de vous partager les sensations qu'on a au volant de cette voiture. Alors déjà on va reprendre les bases d'une BMW. Les bases d'une BMW, c'est une position de conduite qui est parfaite, qui me permet de parfaitement ressentir ce que fait la voiture. Le circuit de Clastres, c'est un circuit intéressant parce qu'il permet d'avoir à la fois du rapide, du sinueux, du technique. Donc ça permet vraiment de mettre en avant toutes les qualités ou même les défauts d'une voiture. Immédiatement ce qui me frappe, c'est la sonorité, parce que on entend effectivement beaucoup plus cet échappement titane. Il y a pas mal de pop and bang alors qu'il reste assez léger, hein. On n'est pas du tout sur un gros tuning, mais on les entend à l'arrière là quand même.
déjà je sens que la voiture a énormément d'allonge. On sent vraiment les 40 chevaux de plus et notamment le couple étagé plus bas dans cette nouvelle version du moteur, 550 chevaux, 650 Nm, je le rappelle. On sent directement les à-coups que met le couple. Vous voyez, 4 roues motrices, ça glisse quand même, ça glisse tranquillement. On est chaussé en PS4S. On va faire monter tranquillement tout ça. Immédiatement, ce que je ressens, c'est que la voiture est très verrouillée. J'ai absolument aucune notion de poids, c'est-à-dire que là pour l'instant à un rythme soutenu mais pas au maximum. J'ai vraiment pas la sensation que je suis dans une grosse voiture. J'ai pas la sensation d'être dans une voiture qui fait 1,8 tonnes. La voiture fait exactement ce que je veux. La boîte 8 est très réactive, facile à attraper avec ses grandes palettes au volant. Et la voiture est stable pour l'instant, c'est surtout ce que je ressens. Qu'est-ce que ça freine fort! Déjà, ce que je ressens, c'est assez bluffant, mais l'efficacité est vraiment impressionnante. Là, grâce au système 4 roues motrices, même là, dans du sinueux, la voiture tourne très facilement, le train avant est incisif. On a... Ça, c'est toujours quelque chose que je reproche aux directions de BMW, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mise en mode confort. C'est que BMW, alors qu'ils ont pourtant des directions qui sont très bien, offre cette possibilité de durcir électroniquement la direction, ce qui donne un feeling qui est, je trouve, pas très réaliste, comme si ajouter du poids sur la direction ça la rendait plus précise. Non, au final. Et je trouve que dans ces voitures on a une sensation de direction un peu aseptisée qui ne nous donne pas énormément de retour d'information. C'est toujours quelque chose que je reproche aux BMW modernes, notamment les dernières générations. On a un peu moins de feeling sur le train avant. Là on va voir ce que ça fait dans quelque chose de très sinueux. Malgré le 4 roues motrices, lorsqu'on est dans des épingles serrées comme ça, on sent que c'est à 70-75% l'arrière qui prend le dessus. Mais, comme vous pouvez le voir là, ça c'est un super exemple. Ça c'est la glisse BM en 4 roues motrices, c'est-à-dire que si vous partez sur une dérive du train arrière, la voiture va vous laisser partir jusqu'à un certain moment, pourtant je suis tout déconnecté, hein, jusqu'à un certain moment où l'avant va reprendre le dessus, et du coup ça va faire accrocher très violemment la voiture. Et ça c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué lorsque j'avais pris une M4 compétition sur le circuit Bugatti. C'était une piste détrempée, froide, c'était en hiver, et effectivement le début de glisse était génial, BMW classique, hyper souple, hyper doux, facile à gérer, et d'un coup, bam, la voiture accrochait très fort. Dès qu'il y a un peu trop d'angle de volant, en fait, il y a l'avant qui reprend le dessus, et là c'est un coup à se prendre des coups de raquette. C'est assez particulier, comme quoi c'est tourné vers l'efficacité, vraiment, mais il faut pas aller la provoquer dans ses derniers retranchements en mode 4 roues motrices sport. C'est faisable, mais ça reste un 4 roues motrices, et la glisse 4 roues motrices c'est pas du tout la même que la glisse propulsion. Qu'est-ce que ça marche? Ah, la voiture est bien campée. Frein pied gauche. Ça ressort très fort des virages. Il y a des à-coups au passage de rapport. La voiture est bien stable. Zéro mouvement au freinage, la voiture ne plonge pas. C'est efficace, hein. Et là effectivement, là je suis à la limite. Qu'est-ce que ça freine fort. On a une voiture qui dans l'ensemble est vraiment très sécurisante et qui peut adopter un rythme vraiment surprenant, même dans des épingles comme ça, même dans
du très sinueux, on a vraiment une voiture qui va aller se jeter dans les virages, sans sous-virage. Qui va faire ressortir des virages avec une légère glisse, très légère. Très légère, on peut rester quasiment volant droit sans contrebraquer et en fait la voiture est tirée par le train avant. J'adore cette sensation de puissance à 4000 tours minute en sortie de virage qui vous permet de juste être sur un filet de glisse tout léger qui traque la voiture. Et là dans du sinueux, écraser les freins. La voiture pivote au freinage. Qu'est-ce que ça marche fort quand même. C'est vraiment super équilibré. Là on a un S qui est assez qui torture pas mal la voiture. On sent l'avant qui tient le grip. Il est vraiment impressionnant ce système 4 roues motrices sport là. J'ai déjà configuré mon mode M2, je vais directement appuyer dessus, activation M2, donc ça me demande quand même de le désactiver. Je vais re-regarder dans quoi exactement est-ce que je suis. Voilà, donc moteur Sport Plus, châssis Sport Plus, direction confort, frein Sport, MX Drive, propulsion, contrôle de traction, 0. Voilà. On va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Et moi ce qui m'intrigue aussi, c'est savoir s'il y a une différence de ressenti avec le train avant. Ah ouais, il y en a immédiatement une. Il y en a immédiatement une, c'est comme si le train avant d'un coup était plus léger, beaucoup plus léger, et limite un peu plus flottant. C'est immédiatement, immédiatement on sent qu'on n'a plus ce train avant qui, grâce au différentiel avant, nous tire vers l'intérieur. Même là, à 50 km/h, c'est dingue. Je le sens tout de suite, tout de suite. On a une voiture qui est immédiatement, qui semble un peu plus paresseuse en entrée. On va voir ça. Évidemment, mode propulsion, tout off avec 550 chevaux. Il va falloir garder la tête froide. On sent immédiatement que toute la puissance va vers l'arrière et que le train arrière travaille déjà. Deuxième.
toujours pas de sous-virage, hein. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant avec une voiture déjà deuxième avec une pédale à peine effleurée. Ça glisse déjà. Ouais, on sent déjà que la voiture elle veut jouer. Ouais, bon, effectivement là on se retrouve sur une véritable BMW. C'est-à-dire une voiture qui engage de l'arrière, hein, qui a envie de faire que ça. On garde malgré tout un train avant très très précis, mais effectivement plus léger. Alors, je suis assez intrigué de voir ce que la voiture va faire ici, parce que là on a un bel escargot. On n'est pas exactement sur une vraie transition, la voiture a raccroché au milieu. Mais quand même, on a une confiance dans la voiture. Et là, effectivement, on retrouve une vraie BMW M, hein. C'est-à-dire une voiture qui va engager même un peu, qui va engager même un petit peu au frein. Par contre, avec toute cette puissance, il faut effectivement rester beaucoup plus sur des œufs parce que même sans accélérer fort, hein, même sans accélérer fort, la voiture immédiatement elle veut engager. Qu'est-ce que c'est agréable cette sensation de pousser du train arrière. Ça se comporte vraiment super bien, c'est efficace, c'est facile. À aucun moment, et c'est ça la vraie prouesse hein, quand même, hein, à aucun moment j'ai la sensation d'être dans une BMW qui fait 2 tonnes quoi, quasiment, avec moi dedans. Bon, c'est un peu brouillon au niveau des mains, mais la transition est faite. Elle est bluffante cette M3CS parce que comme d'habitude, on se dit toujours que une voiture optimisée piste, c'est pas pour autant une voiture de course. Le gap entre une voiture de route optimisée pour la piste et une voiture de course est toujours très éloigné. Mais là quand même, on a une voiture qui est très efficace quand il faut, une voiture qui est sécurisante, une voiture qui est joueuse, une voiture qui est amusante. Effectivement, on joue avec beaucoup de contraintes physiques. Bon, la voiture, vous n'allez pas faire ça toute la journée avec, je pense. Hein. Mais quand même, elle y va, et le freinage ne faiblit pas. Vous allez bouffer du pneu, ça c'est certain, surtout en faisant ce que je fais. Mais c'est quand même une voiture qui tient ses promesses, Et ça, j'avoue que c'est quand même assez plaisant. J'avoue que cette transition là, quand même. Voilà, là c'était propre. Et ça reste une vraie BMW quoi. Ça reste un truc génial qu'on peut lancer de virage en virage comme ça. Ça reste une vraie BM. De ce super test de la BMW M3CS G80 2023. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est une voiture qui sait à peu près tout faire et qui, pour une fois, pour une voiture moderne, le fait bien sans être trop chiante. Je m'explique. Sur la route, lorsqu'on veut que la voiture soit confortable et facile à piloter, on a effectivement tous les atouts d'une berline. Avec de la place, avec de la technologie, avec du confort, un confort relatif quand même parce que ça reste une voiture vraiment réglée durement au niveau des suspensions, mais quand même j'ai fait pas mal de routes avec pour l'instant et surtout sur les trajets autoroute, j'étais vraiment pas fatigué même après 2-3 heures de route d'affilée. C'est une voiture qui sait aussi se montrer assez économique malgré son gros moteur.
Sur autoroute, j'étais autour de 9 litres 2, 9 litres 3 au régulateur à 130 km/h. Donc franchement, c'est vraiment correct. La voiture est facile à vivre. C'est pas trop gros, même si ça fait la taille d'une BMW série 5 E39 au moins. Dès qu'on veut avoir du sport sur route ouverte, c'est quand même assez compliqué. C'est quand même assez compliqué parce que la voiture a vraiment un setup qui est fait pour des routes qui sont lisses. Dès que vous allez vous retrouver sur une route bosselée, la voiture, elle est assez inconfortable à conduire. C'est efficace, il n'y a pas de souci, ça reste sur le pavé. C'est joueur si vous la mettez en 2 roues motrices, ce qui n'est pas conseillé sur la route bien sûr. Mais c'est quand même une grosse voiture. On sent qu'il y a un peu de poids et surtout ces suspensions qui sont raides de chez raide, quoi. Donc ça c'est un peu le compromis pas facile. Néanmoins, lorsque vous la mettez sur la route, c'est là vraiment où la CS excelle et me surprend vraiment. On a une voiture qui en 4 roues motrices sport sait être super efficace et on sent vraiment les améliorations CS apportées sur la voiture. Mention spéciale pour le freinage qui est d'une brutalité et d'une endurance assez exceptionnelle, je dois le dire. Lorsqu'on passe en mode propulsion, là on a les joies de la glisse avec une vraie BMW à l'ancienne si j'ose dire. Une voiture qui reste quand même très facile à contrôler en dérive, tellement il y a de puissance, tellement le moteur est capable d'allumer les pneus arrière et tellement la caisse est maintenue. C'est facile de faire des transitions. Alors je le rappelle, je ne suis pas un expert du drift, je sais faire un petit peu mais je ne suis pas un expert. Mais la voiture est quand même assez abordable. C'est le cas de beaucoup de voitures modernes. Mais on garde quand même cet aspect M avec une voiture qui reste relativement excitante. C'est pas non plus le Nirvana parce que bon, à l'intérieur, voilà, c'est très cossu, c'est très technologique. L'environnement n'est pas non plus celui d'une BMW un peu old school comme peut l'être une M3 E46 ou une M3 même E92. Voilà, on est quand même dans quelque chose de plus moderne, c'est moins excitant, mais effectivement ça sait faire beaucoup plus de choses. Voilà, ça c'est aller chercher le pain avec les enfants derrière en toute tranquillité. Ça saura taper un chrono sur n'importe quel circuit, sinueux comme rapide, et ça c'est assez impressionnant parce que même dans le sinueux la voiture se déplace et se débrouille vraiment très bien. Et dans le rapide, la voiture elle est juste posée au sol quoi. Et puis ensuite si vous voulez aller faire de la glisse autour d'un rond-point ou autour d'un circuit, elle sait le faire. Donc en fait, donc si je dois résumer, c'est une voiture qui est extrêmement complète, qui pour moi est quand même beaucoup plus désirable que la M3 G80 normale. Même si je suis toujours pas fan de cette face avant que je trouve assez grossière et du gabarit global de la voiture qui est quand même une grosse voiture, il y a un step, on en a pour son argent quand même quand on passe de la compétition à la CS. Néanmoins, est-ce que je choisirais ça comme voiture? Je sais pas, là avec les malus on est à plus de 200 000 €. Je fais la comparaison avec la Jaguar XE Project 8 que j'ai essayé la semaine dernière pour vous, vous avez beaucoup apprécié la vidéo. Pour moi, je choisirais sans l'ombre d'une hésitation la Jaguar. Parce que, bon, forcément ça coûte moins cher, après bon, c'est un peu différent parce que l'une a un malus, l'autre pas. Mais quand même, dans la Jaguar on a beaucoup plus d'exclusivité, on a une direction qui est meilleure que dans la BM, qui a plus de feeling, il y a moins de filtres que dans la BMW, je suis pas fan de la direction de la BMW. Et même si on n'a pas toute cette technologie intérieure du châssis avec le système 4 roues motrices débrayable dans la Jaguar, ça reste une voiture qui est beaucoup plus brutale, le moteur est bien plus impressionnant. C'est plus puissant que ça aussi, même si la course à la puissance c'est pas forcément un truc qui m'intéresse, mais dans la Jaguar il y a une vraie exclusivité et un vrai côté, il y a un vrai côté débile dans la Jaguar, en mode qu'est-ce que c'est que ça? Alors que là, même si ça fait tout très bien, on s'attend un peu à ça avec ces voitures très modernes. La Jaguar garde un côté très old school, ancienne école, que j'aime beaucoup. Là c'est quasiment un sans faute. En même temps c'est ce à quoi on s'attend avec ces voitures modernes. C'est vrai que je pense que si je devais partir sur une berline comme ça autour des 200 000 €, déjà soyez heureux pour moi parce qu'il faut le faire pour mettre 200 000 € dans un daily. Bravo à ceux qui peuvent le faire. Mais ouais, je sais pas si ce modèle là me conviendrait et à mon avis je partirais plus sur les générations précédentes de CS qui sont un peu plus à l'ancienne, les générations F80. Pas trop de technologie à l'intérieur mais quand même suffisamment moderne juste pour avoir Apple CarPlay, ce qui est l'essentiel. Et ensuite juste propulsion, poids contenu, plus exclusive aussi les dernières CS, enfin bref. C'est un super produit, mais si je devais l'acheter, je le ferais pas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça fait plaisir d'avoir un circuit pour moi tout seul toute la journée. Les pneus arrière vont bien.
Merci d'avoir regardé, un immense merci aux équipes du circuit de Clastres, pôle mécanique de la Clé des Champs, de m'avoir ouvert les portes de leur circuit, de leur piste d'accélération aujourd'hui, ça m'a bien aidé pour faire les images. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour un prochain essai ou un prochain reportage. On verra ce qui sort. Pensez à vous abonner à mes réseaux sociaux et à très vite sur The Glow Driver.